T'as vu, mon pull, il a la même couleur que ton pelage. Ouh, ma poupinette, ouh, mon bébé. Oh, j'ai une écharpe de lapin, là. Oh, c'est bien, tu me tiens chaud. Hein? Tu fais coucou à la caméra. Coucou, c'est Kiki. Oh, il a qui cette petite oreille? Oh, tu m'écrabouilles les seins, le ventre, tu me plantes tes griffes dans la peau et c'est quoi cette touffe de poils? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est un update lecture. Je vais vous parler de 6 livres qui font partie de mes derniers livres lus et vous donner mon avis sur ces livres-là. Je vous parlerai d'abord du tome 3 de Charlie Davidson. Je vous donnerai ensuite mon avis sur le premier tome de Sexy Lawyers. Par la suite, je pourrai vous dire ce que j'ai pensé du premier tome de Fièvre Noire. Je vous donnerai ensuite mon opinion sur un livre que j'ai lu en anglais qui s'appelle Seriously Wicked. On parlera ensuite de Si loin des siens. Je terminerai cette vidéo en vous disant ce que j'ai pensé du tome 2 de Never Never. Le premier des 6 livres à passer à la casserole aujourd'hui, c'est 3e tome tout droit. Il fait partie de la saga Charlie Davidson. C'est écrit par Darinda Jones, c'est sorti en poche aux éditions Milady. C'est une de mes sagas de Beat Lit favorites. Je pense que je le répète suffisamment souvent dans mes vidéos pour que vous l'ayez au moins retenu, du moins je l'espère. Je l'avais tiré au sort dans ma saga Book Jar début octobre. J'ai donc lu ce livre en octobre, voilà, et sans grande surprise, j'ai passé un formidable moment. Alors il s'agissait pour moi d'une relecture étant donné que j'avais déjà lu pour la première fois les 5 premiers tomes et en fait tellement j'aime cette série, j'avais très envie de tous les relire et là, et ben du coup j'ai donc relu le tome 3. Charlie Davidson, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un personnage qui est détective privé. Donc chacun des tomes de cette saga se compose d'une enquête à résoudre par Charlie. Mais en plus d'être détective, elle est également la faucheuse avec un grand F majuscule, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de voir les fantômes. Les fantômes, eux aussi, la voient, un petit peu comme un phare dans la lumière. Et ils traversent le corps de Charlie, qui est en réalité un portail qui va les mener vers l'au-delà. Ce que j'apprécie énormément dans ces histoires, c'est qu'il n'y a absolument aucun temps mort. On a un récit hyper dynamique de presque 400 pages et j'arrive à chaque fois à la fin de ces livres complètement hors d'haleine, le souffle court tellement j'ai l'impression de ne pas avoir arrêté aux côtés de Charlie. Moi, c'est un petit peu comme retrouver une vieille copine, quelqu'un avec qui on se sent vraiment bien. Elle a toujours un sens de l'humour aussi décapant, elle est toujours aussi rigolote. Heureusement que j'ai tiré au sort dans ma saga Book Jar le tome 4 pour décembre parce que sinon ça aurait été vraiment compliqué pour moi d'attendre aussi longtemps que j'ai dû attendre pour sortir quand même ce tome 3. Je lui ai mis la note de 5 sur 5, ce n'est pas un coup de cœur pour la simple et bonne raison que l'ayant eu une fois, la surprise de la découverte n'était plus là, mais c'est quand même un 5 sur 5 parce que c'est difficile de faire mieux que ça. Je me suis ensuite plongée avec délectation dans Objection, qui est le premier tome de la nouvelle trilogie de Emma Chase qui s'appelle Sexy Lawyers. C'est publié aux éditions Hugo Roman. Je vous remercie vraiment chaudement de m'avoir permis cette lecture parce que sachez-le, ce livre est vraiment passé à un cheveu du coup de cœur. On va faire la connaissance de Stanton, qui est un beau, riche et célèbre avocat trentenaire qui officie à Washington DC. Il sort avec sa collègue de travail qui s'appelle Sophia, qu'il apprécie beaucoup, mais qui est en réalité plus une sex friend qu'autre chose, étant donné que son cœur est pris par la douce Jenny, qui est en fait son amour de jeunesse avec laquelle il a une fille qui a maintenant 11 ans. Elles vivent toutes les deux dans le Mississippi, donc elles ne vivent pas du tout près de lui, mais leur condition à chacun leur convient vraiment très bien telle qu'elle est. Jusqu'au jour où Stanton va recevoir un faire-part de mariage, et là ça va être vraiment la douche froide puisque ce faire-part lui annonce l'union prochaine entre Jenny et un autre homme. Alors là Stanton va vraiment péter un câble, il va décider de se prendre une semaine de congé et de descendre dans le Mississippi pour empêcher coûte que coûte cette union et faire entendre raison à Jenny en lui faisant comprendre que le seul homme de sa vie, eh ben, c'est lui. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Stanton, je trouve que c'est facile de s'attacher à lui. C'est un bon père, je trouve que toutes les scènes avec sa fille sont extrêmement choupinettes, ça le rend vraiment très attachant ce côté paternel qu'il a en lui. Maintenant on va pas se voiler la face, c'est aussi un garçon un petit peu canaille, un petit peu naïf et pas mal immature sur les bords.
On a donc le point de vue de Stanton, mais également le point de vue de Sophia, sa sex-friend. Au départ, j'ai vraiment cru que j'allais pas du tout accrocher avec ce personnage-là. Je la trouvais assez imbue d'elle-même, je la trouvais assez arrogante, un peu trop sûre d'elle pour qu'elle puisse me plaire. Et puis au fur et à mesure qu'on apprend à la connaître, je me suis dit que mince, c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est une femme qui se révèle très généreuse, très sensible et vraiment chaleureuse. On a un titre qui laisse supposer qu'on va être dans un milieu vraiment d'avocats. Je pensais que ce premier tome allait se passer à Washington, dans les bureaux d'avocats, qu'on allait assister à plus de journées de travail que ça finalement, et en fait pas du tout, parce que très rapidement dans le récit on est transbahuté dans le Mississippi. Maintenant, étant donné qu'il y a encore 2 autres tomes à cette trilogie qui vont avoir pour personnages principaux les 2 collègues masculins de Sophia et Stanton, je me dis que bon, on va retourner à Washington et on va découvrir autre chose. Mais oui, ça m'a fait quand même un petit peu bizarre, hein, parce qu'entre le titre et la couverture, je m'attendais pas trop à ça. Ce n'est pas un coup de cœur pour moi, mais j'ai quand même mis la note maximale, j'ai mis un 5 sur 5 étant donné que j'ai passé un super moment de lecture en compagnie de ce livre. Je veux dire, ok, c'est peut-être un petit peu gentillet. Ok, c'est peut-être parfois un peu prévisible, mais qu'est-ce que c'était efficace, qu'est-ce que c'était cool. Sur moi, ça a vraiment fonctionné, mais de la meilleure des manières, puisque je suis sortie vraiment conquise par cette romance. Par la suite, je me suis lancée dans le premier tome des chroniques de Mac Cailalen, écrit par Karen Marie Moning. C'est sorti aux éditions J'ai lu dans un format semi-poche, et ce livre faisait partie de ma pile à lire automnale. Il m'a été choisi par vos soins pour intégrer les 5 livres de ma pile à lire automnale. Je l'ai donc lu en temps et en heure. Je possède ce livre plus les 4 suivants qui composent cette première série de l'auteur depuis 2014. Voilà, je me suis acheté à l'époque les 5 tomes d'un coup. Ça reste de l'urban fantasy, vous savez que moi j'aime beaucoup ça, même si pour le coup on est dans un univers qui parle de fae, et c'est quand même des créatures que j'ai pas trop l'habitude de suivre et qui ne font pas partie forcément de mes créatures fantastiques préférées. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Mac, qui est une jeune femme de 22 ans dont la sœur, qui était partie en voyage en Irlande, va se faire assassiner là-bas. Elle va partir elle-même en Irlande sur les traces de sa sœur pour essayer d'élucider dans son coin le mystère qui entoure son assassinat. Mais en menant son enquête, Mac va faire plusieurs découvertes. Elle va notamment découvrir que les fae existent et qu'elle-même est une Seed-Seer, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de la double vue. Elle peut percer les illusions qui entourent les fae et qui les font ressembler à des humains aux yeux des hommes. Elle va les voir vraiment tels qu'ils sont pour de vrai, c'est-à-dire des créatures très souvent répugnantes concernant les Unseelie, qui sont les fae de l'ombre, et des créatures absolument sublimes à couper le souffle concernant les Seelie, qui sont les fae de lumière. J'avais des attentes très élevées concernant cette histoire, je ne vous le cache pas, et j'ai été... Oh, ça m'énerve de devoir le dire, mais j'étais un petit peu déçue lors de ma lecture. Déjà, je ne m'attendais pas du tout à ce que le rythme soit comme ça, c'est-à-dire que le rythme est très lent. Je m'attendais à un récit vraiment qui dépote, quelque chose de super dynamique, et en fait, pas du tout. On est dans un récit purement introductif. On est dans une trame hyper classique. La deuxième chose qui m'a un petit peu dérangée, c'est le personnage de Mac. Dans la première partie de l'histoire, je ne l'ai pas très apprécié. C'est vraiment le décès de sa sœur qui a permis son évolution, mais la Mac de la fin était quand même beaucoup plus intéressante à suivre que celle de ses débuts. On a un autre protagoniste très fort et très charismatique dans cette histoire qui s'appelle Baron. C'est tout simplement un libraire qui va prendre Mac sous son aile. Il va faire un petit peu figure de mentor. Lui aussi a la capacité de voir les fae, il sait comment les combattre, il sait plein de choses concernant les subtilités de ces créatures, et il va enseigner une bonne partie de son savoir à Mac. Alors là, mes sentiments à l'égard de Baron sont assez ambivalents, c'est-à-dire que je l'ai trouvé super classe. Mais au-delà de ça, on voit qu'il utilise vraiment Mac à des fins personnelles. Je sens que c'est un personnage extrêmement mystérieux, que l'auteur a encore beaucoup de choses à nous dévoiler concernant son intrigue. On a seulement juste des petites bribes d'informations dans ce premier tome, et rien que pour ça, j'ai très envie de découvrir la suite, d'autant que tout le monde a l'air de s'accorder à dire que c'est une série qui se bonifie avec le temps, donc j'espère que ce sera vraiment le cas. Mais pour ce premier tome, j'ai mis la note de 3 sur 5.
Je me suis par la suite lancée dans ma troisième lecture en anglais de l'année. J'ai jeté mon dévolu sur Seriously Wicked. C'est écrit par Tina Connolly et sorti aux éditions Tortine. Je ne sais plus très bien comment est-ce que j'ai découvert ce livre que je me suis acheté sur Book Depository. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis tombée en amour sur cette couverture extrêmement choupinette. Dans cette histoire, on fait la connaissance de Cam, qui a été adoptée par une mauvaise sorcière. Sa mère a pour ambition de dominer la ville puis le monde en son ensemble, tant qu'à faire. Un beau jour, elle va se lancer dans un sort d'invocation d'un démon, et le démon, au lieu d'aller dans un certain corps d'emprunt, il va prendre possession du nouvel élève de l'école de Cam, et cette dernière va être un petit peu offusquée des méthodes de sa mère et offusquée que le démon se soit emparé de son nouvel ami. Du coup, elle va tout faire pour réussir à libérer Devon, puisqu'il s'appelle Devon, de son emprise. Alors c'est un livre qui est vraiment très court, c'est-à-dire qu'il fait à peine 200 pages. Je pensais que j'allais le lire très rapidement, mais je me le suis coltiné pendant presque un mois. Non pas parce que c'était difficile à comprendre ou je ne sais quoi, mais alors qu'est-ce que je me suis ennuyée. Voilà, c'est plutôt ça le problème. J'ai dû en lire à peu près 50 pages par semaine. Et là en plus, comme c'était de l'anglais, je me suis dit non, il faut que je m'accroche parce qu'au moins ça me fait bosser mon anglais, c'est pas mal. Ne serait-ce que pour la compréhension, etc. Ça vaut le coup que je persiste. Alors ok, j'ai persisté, mais j'ai eu du mal, hein. Ce qui m'a posé problème, c'est que je savais dès le départ que l'héroïne avait 15 ans, et du coup je m'attendais pas à ce que ce livre soit autant orienté pour la jeunesse. Et voilà, ça a été le cas. Du coup, j'ai trouvé que ça manquait réellement de complexité, c'est-à-dire que tout était convenu d'avance, c'était plat, c'était creux, ça tournait en rond, il se passait pas grand-chose. Pourtant, j'ai rien de particulier à reprocher au personnage de Cam. Je veux dire, elle est débrouillarde, elle est attentionnée, c'est vraiment une fille intelligente, elle aime beaucoup les animaux, elle a un dragon dans son garage, ce qui est plutôt cool, hein, entre nous soit dit. Mais ce sont vraiment les personnages secondaires qui m'ont absolument pas convaincue, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout développés par l'auteur, ce que je peux comprendre parce que quand on fait le choix de faire un récit aussi court, c'est difficile de trouver le temps de donner suffisamment de consistance à ces personnages secondaires pour les rendre assez intéressants. En résumé, j'ai mis la note de 1 sur 5 à ce livre. J'ai ensuite lu Si loin des siens, c'est un livre écrit par Tamara McKinlay qui m'a été gentiment envoyé par mon partenaire LP Conseil et la maison d'édition L'Archipel. Je les remercie tous deux pour l'envoi de ce livre. J'ai lu Et le ciel sera bleu, qui est le premier tome de cette série, il y a maintenant un an. C'est d'ailleurs avec ce livre que j'ai découvert l'écriture de Tamara McKinlay qui m'a énormément plu, et j'ai récidivé en lisant il y a quelques mois de ça maintenant Les orages de l'été, donc un tout autre livre, un tome unique que j'avais beaucoup apprécié. Par contre, j'ai découvert en lisant ce tome 2 qu'il s'agissait d'une série composée de tomes compagnons. Je l'ignorais complètement, mais en faisant quelques recherches, je me suis aperçue que c'était une série finalement assez longue qui comporte déjà 9 tomes en anglais. Il me semble que la série n'est d'ailleurs pas terminée pour le moment. Quoi qu'il en soit, l'Archipel les sort au fur et à mesure en poche. Donc si jamais vous avez envie de vous lancer dans cette série, mais que le fait d'avoir à peu près 9 tomes dans votre bibliothèque vous rebute un peu, vous pouvez tout à fait attendre la sortie poche, ce sera tout aussi bien. Dans ce récit, on fait la connaissance de Polly, qui est une infirmière qui va être la nouvelle pensionnaire donc de la pension du bord de mer de Cliff Haven. Parce que tout simplement son mari est dans le coma dans un hôpital proche de la pension. Elle a dû quitter sa fille et une partie de sa famille qui sont partis dans un navire en partance pour le Canada, dans un pays où c'est un petit peu plus sûr qu'en Angleterre. S'il vous plaît, ne lisez pas le résumé de ce livre en entier parce que je trouve qu'il est extrêmement spoilant sur les bords. Polly, c'est un personnage que j'ai apprécié découvrir. Je crois que je l'ai encore plus apprécié que Sally, qui était la pensionnaire du premier tome. Et ce que j'ai encore plus apprécié, c'est bien entendu retrouver les personnages emblématiques de la pension qu'on découvrait dans le premier. Donc on trouve Madame Finch, on trouve Peggy, bien entendu, qui est la gérante de la pension. Une femme qui, c'est un véritable amour, cette femme, c'est-à-dire qu'elle a énormément d'empathie pour tout le monde. Elle a un cœur gros comme ça. Elle est chaleureuse et hyper patiente, elle est vraiment adorable. On retrouve son mari Jim, on retrouve son beau-père, enfin voilà, c'est vraiment un petit noyau de personnages auxquels je me suis vraiment attachée, et c'est en les retrouvant à la lecture de ce tome 2 que je me suis rendu compte que, en fait, il m'avait manqué. Ça a été un petit peu comme retrouver une partie de sa famille qu'on n'aurait pas vue depuis longtemps. C'était assez bizarre comme sentiment.
J'ai mis la note de 4 sur 5 à ce livre, je l'ai trouvé très fluide en dépit du fait que ce soit un gros pavé, je l'ai lu vraiment rapidement. Je suis arrivée au bout de cette histoire avec le cœur un petit peu en vrac étant donné que Tamara McKinlay nous sert une nouvelle fois une histoire qui est riche en émotions avec des personnages vraiment pugnaces et très attachants, et vraiment j'ai été complètement conquise par ce tome 2 et je suis déjà super pressée d'être dans un an pour découvrir le tome 3. Et je vais terminer cette vidéo en vous donnant mon avis sur le dernier des 6 livres que j'avais à vous présenter, qui est Never Never, le tome 2, écrit par Colleen Hoover et Taryn Fisher. C'est donc un récit à 4 mains qui nous est servi par la maison d'édition Hugo Roman, que je remercie évidemment de m'avoir permis cette lecture. J'ai lu le premier tome dans l'avion quand je suis partie à Saint-Pétersbourg et j'ai lu cette suite dans le train quand je me suis rendue à Montreuil. J'ai choisi ce livre tout simplement parce qu'il est extrêmement court, encore plus court que le premier tome qui faisait 200 pages. Cette suite en fait à peine 150. Je l'ai donc lu en quelques heures à peine, je sais même pas en combien de temps je l'ai lu, mais enfin bref, ça a été très très court. J'ai trouvé ce récit encore plus dynamique et encore mieux que le premier tome. Pour vous parler en quelques mots de cette histoire, dans le premier tome on faisait la connaissance de Charlie et de Silas, 2 étudiants qui ont pour point commun une histoire commune et le fait qu'ils aient tous les deux perdu la mémoire en même temps. Et leur objectif est bien entendu à la fois de retrouver leur mémoire et de savoir pourquoi cette dernière s'est volatilisée. Charlie, par la force des choses, je ne vais pas vous dire pour quelle raison, mais elle est un peu plus absente de cette suite. Donc on suit plus Silas qui est mon chouchou, ça m'a beaucoup fait plaisir de le découvrir de manière un peu plus approfondie. Dans cette suite on a toujours énormément de mystères, mais ce qui m'a beaucoup plu c'est qu'on a enfin quelques zones d'ombre qui commencent à s'éclaircir. On a plusieurs pistes que nous donnent enfin les 2 auteurs et je commence à avoir quelques idées. On connaît plus ou moins l'identité des personnes qui seraient susceptibles d'être responsables de la situation dans laquelle se trouvent les 2 héros, mais on n'en sait finalement guère plus et évidemment on aura toutes les réponses dans le tome 3. Voilà, quand j'ai terminé le premier tome, j'avais qu'une envie, c'était d'avoir le tome 2 parce que ça se terminait d'une manière où t'avais envie de t'arracher les cheveux. Et là, ben pareil, ce tome 2, ça se termine d'une manière où tu te dis mais pourquoi j'ai pas le tome 3, pourquoi voilà, donc vraiment si vous avez envie de vous lancer là-dedans, lisez les 3 d'un coup, marathonnez-vous la trilogie, je veux dire, c'est à chaque fois des livres tellement petits qu'au final vous lirez les 3, ce sera comme si vous lisiez qu'un seul livre. Et j'ai mis la note de 4 sur 5. Mon update lecture est maintenant terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!